Mathieu Lamarre du magazine de jeunes Ricochet. Alors là on est à Clichy-sous-Bois, on prend notre bus pour aller interviewer Mohamed Meshmash, qui est le président du collectif Assez le Feu. On va essayer de le titiller un peu sur les candidats à la présidentielle qui passent en ce moment signer ses propositions issues des doléances qu'il a recueillies avec tout son collectif pendant un an dans toute la France. Alors l'objectif c'est quoi? C'est d'essayer de voir si les banlieues c'est réellement ou pas un thème de campagne. Vous avez parcouru la France, donc pour resituer un peu les choses dans le contexte, vous avez parcouru la France et recueilli les doléances près de 20 000 personnes. On s'aperçoit au retour qu'il y a beaucoup de doléances des 15-25 ans. Alors finalement, est-ce que ce tour de la France n'est pas avant tout un tour de la jeunesse? Non, c'était un tour de France pour effectivement avoir l'ensemble de la classe sociale, citoyenne et citoyen français. D'accord, donc quelque chose de représentatif finalement. Tout à fait. Alors ensuite, seconde étape, faire ratifier ces propositions par les candidats. On a notamment Ségolène Royal qui est venue, Corinne Lepage, Voynet, Besancenot, Buffet, enfin donc 5 candidats qui sont venus, principalement de gauche. Vous avez fermé la porte à Nicolas Sarkozy en disant que tant qu'il était ministre de l'Intérieur, vous ne le recevrez pas. Pourquoi ne pas s'ouvrir justement un peu à la droite? Non, on s'est ouvert à la droite parce que on a fait, le jour où on a fait la marche des doléances le 25 octobre, si vous vous souvenez bien, on s'était adressé au président de l'Assemblée nationale, qui est M. Debré, qui est quand même quelqu'un de droite, à qui on avait demandé à ce qu'il puisse organiser une délégation de l'ensemble des partis politiques pour pouvoir lui remettre ses doléances. M. Debré, à l'époque, nous avait dit quoi? Laissez ça chez le gardien. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est ouvert à l'ensemble des partis politiques, de droite comme de gauche, sauf les extrêmes. Voilà. Les extrêmes, pour nous, c'est De Villiers et Le Pen. Ça, c'est catégorique. Mais aujourd'hui, la porte était ouverte à l'ensemble des partis politiques, et notamment des présidentielles. Concernant M. Sarkozy, on n'a rien contre le candidat de l'UMP à la présidentielle. Là où ça nous pose un problème, c'est sa casquette de ministre de l'Intérieur, sachant que l'année dernière, en octobre-novembre 2005, il s'est passé des choses gravissimes, que la position de M. Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur, suite à la mort des 2 jeunes, avait pris une position alors qu'une enquête n'était même pas terminée ou n'avait même pas commencé. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a 2 policiers qui sont mis en examen pour non-assistance en personne en danger, et cette même personne, jusqu'à présent, n'a même pas senti nécessaire de s'excuser ou à la limite de revenir sur le discours qu'il avait tenu à l'époque. D'accord. 105 propositions, c'est ce qu'on a au final dans le texte, mais les candidats peuvent ratifier le nombre de propositions qu'ils souhaitent. Tout à fait. Est-ce que finalement, c'est pas signer un texte au rabais? Non. Pourquoi au rabais? Parce qu'ils font leur tri des propositions qu'ils ont envie ou pas d'appliquer. Mais peu importe, il y a des avenants qui sont signés avec ces propositions qui n'ont pas été signées. Parce que c'est simple, sur des propositions, je crois que le collectif Assez le Feu n'est pas le seul partenaire. Il y a des partenaires sociaux, notamment les syndicats, notamment, comment on appelle ça, le MEDEF. Donc il y a des discussions qui vont être prises aussi avec ces personnes-là, Je crois qu'à un moment ou à un autre, au contraire, je trouve que ceux qui se sont engagés, tant mieux, parce qu'ils l'ont fait au moins. Après, il y a des choses qui seront discutables. Si demain ils sont présidents, il y a un avenant qui dit qu'on rediscutera effectivement de ceux qui n'ont pas été signés. D'accord. Mais on n'est pas venu avec un truc tout ficelé en disant vous signez, c'est ça ou rien. C'est ce qu'on fait d'autres. Voilà, mais non, nous on est dans la démocratie et on est en train de le prouver. Votre credo globalement c'est l'égalité. Ça passe avant tout notamment par une lutte contre le racisme et les discriminations. Est-ce que pour autant vous allez jusqu'à prôner par exemple la discrimination positive? Nous on veut pas de ça. Nous la discrimination positive ça nous intéresse pas, ça veut dire quoi aujourd'hui? On est tous nés égaux je crois. On n'a pas besoin de se justifier par un CV, un CV anonyme, où on ne donne pas effectivement son nom, sa couleur ou quoi que ce soit. On n'est pas pour ça, je suis désolé. Je crois que c'est un faux débat. Je pense qu'il y a des ministères qui ont été créés aujourd'hui qui n'auraient pas dû être créés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de nous démontrer que les politiques ont fait en sorte de créer une situation pour en créer une autre, notamment l'histoire de la discrimination et de l'égalité des chances. Alors vous êtes contre la discrimination positive, mais par exemple, vous prenez quand même des quotas par exemple de jeunes dans les entreprises. Non, ça c'est pas nous, c'est ce que les gens ont dit dans la rue. C'est ce que vous faites ratifier vous-même. Mais nous, ce qu'on ratifie, c'est ce que les gens ont dit. Bien sûr. Donc on porte la parole des gens qui se sont exprimés. Bien sûr. Donc c'est important de ne pas parler à leur place. C'est surtout ça la démarche. Et vous pensez que c'est une bonne solution, ces quotas?
Mais écoutez, moi je pense pas, moi je suis pas pour les quotas, moi. Moi je suis pour qu'il y ait une transparence totale. Qu'à la base, il fallait d'abord combattre les inégalités, puis on n'a pas eu besoin de créer un ministère de l'égalité des chances. Et quelles sont les autres priorités pour la jeunesse? Il y a quand même 105 propositions. Si du coup on devait dégager pour vous, cette fois, individuellement, les 3 propositions prioritaires pour la jeunesse. Pour la jeunesse, déjà, c'est tout ce qui concerne l'éducation. Voilà. On estime qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sortent du système scolaire, et ça, c'est plus tolérable. Voilà. Que beaucoup de jeunes sont illettrés, savent ni lire ni écrire, c'est pas tolérable. Que ceux qui aujourd'hui, effectivement, peuvent à un moment ou à un autre sortir du système scolaire, parce qu'ils ne sont pas très intéressés effectivement par les études, qu'on leur permette d'avoir une autre solution. Notamment, on proposait qu'il y ait une plateforme qui puisse à un moment ou à un autre donner une chance à ces jeunes qui sont sortis du système scolaire ou qui vont sortir du système scolaire, pouvoir intégrer cette plateforme qui leur permettra effectivement d'avoir une remise à niveau, pas effectivement les obliger à étudier alors qu'ils n'en ont pas envie, mais une remise à niveau avec des temps, avec des ateliers, avec des formations, notamment sortir avec un permis de conduire, formation professionnelle, notamment des genres de choses où on peut vous sortir avec c'est simple, brevet de secourisme, c'est aussi important, avec un brevet qui permet à des jeunes de pouvoir rentrer dans le monde hospitalier, notamment devenir ambulancier. Et à un moment ou à un autre, à la sortie de cette formation, de cette plateforme, au bout de 2 ans, c'est des gens qui peuvent aujourd'hui se réinsérer dans le monde professionnel. Alors, l'éducation, ça tient une part entière justement dans nos propositions, notamment dans la synthèse. Vous parlez des différents brevets, vous parlez aussi, pourquoi pas cette formation permis de conduire qui permet de l'avoir à la sortie alors qu'il coûte trop cher actuellement. Dans le texte, on retrouve aussi alors, créer des postes d'enseignants supplémentaires, augmenter le budget de l'éducation nationale, augmenter les bourses, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'à un certain moment, ces cahiers de doléances, ça vient des cahiers de l'utopie plutôt? Non, mais l'utopie, elle les a fait marcher, je crois. Parce que quand on s'est créé, beaucoup nous ont dit, mais vous êtes utopique. On leur a dit oui, c'est pas un problème. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait déplacer des montagnes, et qu'on a fait bouger les choses. Heureusement qu'il y a cette utopie. Et après, les doléances, alors vous avez consulté les gens, mais est-ce qu'à côté, vous avez consulté peut-être des gens qui seraient un peu plus experts pour la manière pratique, comment appliquer? Parce que là, vous avez le quoi, mais vous n'avez pas le comment. On a le quoi, on n'a pas le comment. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par Vous avez ce qu'il faut faire, mais vous n'avez pas comment on va le faire. Mais bien sûr que si. Vous pensez qu'aujourd'hui... les budgets, vous allez les chercher où par exemple? Mais les budgets, moi, quand je vois que la France est quand même le 4e ou 5e pays au monde le plus riche, d'accord, simplement, c'est une répartition des richesses. Il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on distribue l'argent là où il faut. Voilà, et qu'on y mette les moyens là où il faut. Et non pas distribuer l'argent là où il ne faut pas. Notamment à des entreprises qui aujourd'hui, on leur donne de l'argent public pour soi-disant créer de l'emploi, et finalement, ils plombent, et puis ils font des bénéfices, ou ils investissent ailleurs. Non, terminé, je crois. Je pense que la répartition des richesses territoriales sont importantes aussi. Qu'aujourd'hui, il y a des villes, sous prétexte qu'elles sont bien désenclavées, elles sont bien installées sur des axes routiers ou transports, il y a des grosses sociétés qui s'installent, ces villes font des bénéfices énormes, et puis d'autres villes qui sont enclavées, on leur permet d'avoir toutes les difficultés possibles, on concentre tout le public en difficulté, et puis on les laisse encore de plus en plus enfoncer. Il n'y a aucune loi qui dit qu'aujourd'hui, qu'une ville qui fait des bénéfices parce qu'il y a des entreprises qui viennent s'installer ne redistribuerait pas cet argent pour aider à développer ces villes-là qui aujourd'hui rencontrent d'énormes difficultés. Et pour finir, on parle de la banlieue quand ça va mal. Actuellement, vous tenez à avoir une place dans la campagne présidentielle. Est-ce que vous trouvez qu'on vous accorde suffisamment cette place? Est-ce que vous pensez que la banlieue, qui devrait être un thème de campagne après ce qui s'est passé il y a 1 an et demi, est-ce que vous pensez qu'actuellement la banlieue est un thème de campagne? Oui, je pense parce qu'aujourd'hui, il y a une chose qui a changé quand même. C'est qu'il y a une prise de conscience. Et le collectif Passer le Feu, avec l'ensemble de ses partenaires, sont à l'initiative des inscriptions sur les listes électorales. Et aujourd'hui, massivement, ça a augmenté. Les chiffres auraient dû sortir le 28 février. Le ministère de l'Intérieur a dû les sortir. Aujourd'hui, il a retardé d'un mois. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Il y a un électorat qui est né qui n'était pas prévu. Les politiques en sont bien conscients. Et qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les politiques ne savent pas pour qui va aller voter ce public. Parce qu'il a tellement été oublié qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment aller le voir, comment aller le rencontrer, comment discuter, comment échanger avec lui. Et donc la banlieue et les jeunes de banlieue vont changer le scrutin en 2007? Tout à fait. Merci. Bon, c'est fini, on est dans le train du retour. Ça a été un peu expéditif, avouons-le, mais il a pu quand même répondre un peu à nos questions.
Il n'a pas une super vision du média apparemment, mais sur le fond il a répondu, pas pour la discrimination positive par exemple, mais pour vraiment un principe d'égalité qu'il a tenu fermement à déclarer. Pourquoi pas.